Alors Louis Massignon est un des grands acteurs et témoins du XXe siècle, qui a été très connu de son vivant, et surtout à la fin de sa vie, dans les années 50. Il est décédé en 1962, donc il est mort en 1883. Il est aussi très connu pour avoir été un grand islamologue. Il est souvent considéré comme l'un des pères de l'islamologie française. Il était professeur au Collège de France. Mais sa vie est en fait beaucoup plus riche et complexe que ces simples traits, puisqu'il est aussi considéré comme un grand mystique chrétien qui a été, je le résume ainsi, amoureux de l'islam. Et donc ça en fait une figure transversale, si vous voulez, entre chrétienté et islam, et même le judaïsme, parce qu'il revendique aussi une forme d'apostolat presque, je dirais, de l'abrahamisme, donc c'est-à-dire de reconnaître les trois monothéismes sur un pied d'égalité. Et donc, je signe une biographie de ce personnage, la précédente datée d'il y a plus de 25 ans, pour faire reconnaître son œuvre, mais aussi sa trajectoire et sa pensée aux nouvelles générations. Et donc, je décris dans ce livre une nouvelle approche à partir de plusieurs facettes que je dis consubstantielles, donc ça veut dire intimement liées les unes aux autres, à la fois du savant, donc celle que j'ai énoncée, mais aussi celle de l'homme de Dieu, du croyant chrétien amoureux de l'islam, ce qui peut aussi surprendre, mais aussi du diplomate, aussi du chercheur, dont je l'ai déjà dit, mais donc aussi, du soldat aussi, il a un rôle aussi pendant les deux guerres mondiales, et surtout de l'intellectuel engagé, qui prend position dans la cité de son temps, et notamment sur des questions brûlantes, telles que la guerre d'Algérie, etc., nous en reparlerons sans doute, et qui résonnent encore jusqu'à aujourd'hui. Alors Louis Massignon naît à Nogent-sur-Marne, à côté de Paris, dans un milieu aisé, de bourgeoisie parisienne, et sa spécificité, donc, c'est d'avoir un père incroyant et une mère très catholique. Et donc cela va véritablement le marquer très profondément dans son enfance, dans sa jeunesse, dans sa construction de jeune homme aussi, puisqu'il va être écartelé entre ces deux polarités. Quand il est enfant, il voudrait que son père se convertisse, parce qu'il est lui-même très croyant sous l'influence de sa mère. Et petit à petit, il va être intéressé par les questionnements, par la philosophie et les valeurs de son père, donc humaniste, non pas anticlérical, mais disons pas du tout porté sur les questions religieuses, quoique son père, donc Ferdinand Massignon, qui lui-même est artiste dans le tournant du siècle, on est au tournant du fin du 19e, début 20e siècle, est un artiste sculpteur, graveur, assez reconnu. D'ailleurs, une grande expo va y être consacrée ici à Paris. Et il traite, ce qui est assez intéressant, souvent de sujets religieux. Donc il n'est pas croyant lui-même, hein, il l'affiche, mais en même temps, ses œuvres sont aussi et traitent beaucoup de thèmes religieux. Et donc le jeune Louis Massignon grandit dans un milieu donc très propice aussi à la culture, à la musique, à la littérature, au voyage aussi. Il voyage beaucoup avec ses parents en Italie, dans différents endroits. Et même très tôt, en fait, ce qui est assez curieux, je trouve, dès ses 16 ans, donc très jeune, son père l'autorise à partir tout seul en Allemagne, en Autriche, donc il fait des voyages déjà solitaires. Très très jeune à la fin du 19e siècle. Et aussi une autre rencontre fondamentale pour le jeune Louis Massignon, c'est que son père, bien qu'incroyant, comme je l'ai dit, l'envoie rencontrer Joris Karl Huysmans, qui est un écrivain, alors pour le coup converti et très catholique, et il l'envoie le rencontrer seul à Ligugé, donc près de Poitiers, et le jeune Louis Massignon rencontre cet écrivain beaucoup plus âgé et qui va le nourrir ou lui donner sa lecture mystique du monde que le jeune homme entend, reçoit, questionne, mais sans adhérer, si vous voulez. Le fait important, c'est que après la propre reconversion ou conversion de Louis Massignon en 1908, tout le principe que Huysmans lui a transmis va le nourrir véritablement jusqu'à la fin de ses jours. Alors, le jeune Massignon, dans ses années de collège, de lycée, est très attiré déjà par l'Orient.
En fait, on sait qu'il lit les Mille et une nuits, qu'il dévore aussi les revues des expéditions coloniales, de découvertes de tel et tel continent. Donc il est féru déjà d'exploration, même d'ethnologie. Et on sait aussi qu'il apprend dès la quatrième des rudiments d'arabe. Donc il est déjà attiré aussi par l'alphabet arabe. Donc il vouera vraiment presque un culte, hein, la langue arabe. Il deviendra un des plus grands arabisants de son temps. Donc ça, c'est juste pour souligner ce fait-là. Et donc dans la série des voyages dont je parlais, en 1901, donc il n'a que 18 ans, il part tout seul aussi en Algérie. Un premier voyage en Algérie assez peu connu, assez peu documenté, mais qui compte beaucoup dans sa construction. Et surtout, il choisit, donc dans ses études, hein, qui sont brillantes, il fait des études, on peut ne pas en douter, enfin, c'est évident qu'il fait de très belles études, et il fait, je crois, pour son diplôme d'histoire, une étude sur le Maroc à l'époque de Léon l'Africain. Donc Hassan El-Ouazan, le célèbre géographe devenu le géographe du pape, après avoir été captif, etc., et qui après va repasser du côté du monde musulman. Et donc Louis Massignon décrit le Maroc, fait un tableau géographique du Maroc en 1903-1904. Et cette œuvre, elle est assez fondamentale, donc c'est par les textes, hein, c'est par les récits de voyage qu'il entre aussi dans ce monde islamique. Et il va en fait surtout, là c'est intéressant aussi, il va vouloir aller sur place. Et donc, au printemps 1904, il s'embarque sur un bateau à Marseille. Il prend le bateau donc avec un ami de son père qui est plus âgé. Et tous deux vont faire une expédition aussi à cheval entre Tanger et Fès. Et puis après, en revenant par Asila, et à une époque où le Maroc n'est pas du tout, déjà n'est pas sous le protectorat, et en plus où les régions ne sont pas du tout pacifiées. Et cette expédition est pleine de péripéties, où d'ailleurs il y a des mésaventures, où il se dit trahi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est lors de cette aventure qu'il se jure d'apprendre l'arabe, justement, de devenir vraiment, pour ne plus se faire avoir, si vous voulez, parce qu'il a été trahi par un guide. Et autre fait, il jure aussi de ne plus boire d'alcool, puisque semble-t-il que l'alcool était aussi impliqué dans la mésaventure, puisqu'ils avaient des bouteilles dans leur cargaison. Et ce voyage est fondateur. Quand il rentre à Paris, il va s'inscrire aux langues orientales et donc très vite être diplômé d'arabe littéraire et dit vulgaire, hein, c'était la terminologie à l'époque. Et là aussi, dans cette continuité, très vite on sent que ce jeune homme, qui est un croyant, hein, je le rappelle, depuis l'adolescence, est appelé. Il y a vraiment un élan, il est appelé par l'ailleurs, il veut quitter en fond sans doute Paris, comme beaucoup, on peut l'imaginer, beaucoup de jeunes gens qui veulent aller se frotter un peu à la vie. Et là, il va être nommé comme archéologue au Caire, à l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale, et il va passer une année en 1906-1907 au Caire, qui va être aussi un épisode vraiment déterminant sur plusieurs plans, mais notamment parce que c'est là qu'il va découvrir la poésie soufie, et notamment la figure de Hallaj, de ce saint musulman du Xe siècle, à travers un ouvrage de Hattar, en fait, qu'il découvre là-bas. Alors, il est là en tant qu'archéologue pour faire des fouilles, et tout à coup, en fait, il découvre cette littérature qui l'émeut profondément. Il est toujours un croyant, en fait, enfin non-croyant du coup, mais il décèle la possibilité d'un sujet de thèse de doctorat sur cette figure très controversée de Hallaj. Et voilà un peu le cadre de ces années de jeunesse dans lesquelles il découvre l'islam. Louis Massignon est né en 1883 et dans une époque où la colonisation bat son plein. Et je crois qu'il est vraiment clair de dire qu'il est le produit de son temps. Et plus tard, d'ailleurs, dans un article, il dira « J'étais moi-même fort colonial dans ma jeunesse ». Donc c'est vraiment une position qui est connue et qu'il a assumée aussi à la fin de sa vie. Et, il croit vraiment, comme beaucoup de gens à l'époque, en tout cas français, à la mission colonisatrice, la modernisation, que le progrès passe par ce type d'entreprise coloniale qui aujourd'hui est véritablement remis en question. Autre volet aussi c'est une forme de patriotisme aussi, je pense, ce penchant colonial, et qui s'exprime justement dans la Première Guerre mondiale,
dans laquelle il va vraiment s'engager. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin qu'une fois engagé d'abord comme interprète dans l'état-major, il va décider de passer dans les troupes coloniales, pour le coup, pour aller au plus près des combattants, et qui viennent d'ailleurs beaucoup d'Afrique. Et ça, c'était vraiment un vœu qu'il avait, parce qu'entre-temps, il est converti, et il trouve vraiment un accomplissement à ne pas rester en arrière, mais à aller vraiment en avant. Ensuite, quand il va devenir chercheur au sens et savant et professeur au Collège de France, donc après-guerre, hein, après la Première Guerre mondiale, il a aussi un rôle important sur le plan de la recherche et aussi diplomatique. C'est-à-dire qu'il est souvent missionné par le Quai d'Orsay, en fait, hein, le ministère des Affaires étrangères français, pour aller enquêter, pour faire des missions non pas de renseignement, comme souvent on lui colle cette étiquette d'espion, mais qui est erronée et qui n'est pas juste. Et donc on le voit par exemple faire tout un travail sur les corporations à Fès, à la demande du maréchal Hubert Lyautey, où il s'occupe aussi du statut du protectorat syrien, donc avec l'émir Faisal, à la demande de Georges Clemenceau aussi. Donc il s'occupe de ce qu'on appelle les politiques, les affaires musulmanes de la France. Au point d'ailleurs en 1927 de siéger dans la commission interministérielle pour le centenaire de l'Algérie. Et très vite après, il va d'ailleurs s'indigner de la façon dont, par exemple, l'exposition qui doit avoir lieu en 1930 se montre très, justement, colonialiste, mais aussi matérialiste, et du coup de parler que des, entre guillemets, supposés progrès techniques et pas du tout de l'humanité des uns et des autres, en fait, et des relations autres. Donc il a une période, toute cette période est très pro-colonialiste, il ne faut pas le dire autrement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un revirement important qui va s'opérer après la Deuxième Guerre mondiale, où là vraiment il va constater, alors ça avait déjà commencé, mais que le projet colonial se transforme en exaction, en horreur, en avilissement, quasiment souvent en négation de l'altérité, en fait, et notamment de la religion aussi musulmane de beaucoup de concitoyens, dans le cas de l'Algérie. Et on le voit dès 1947 créer des comités comme celui qui s'appelle le comité d'entente France-Islam, et puis après en 1953 avec François Mauriac qui va créer aussi un comité France-Maghreb, et dédié justement et donc à prendre parti pour la décolonisation, en tout cas pour un mouvement de respect déjà des concitoyens, donc avant même les événements de guerre d'Algérie. On le voit par exemple aussi très impliqué au moment de la destitution du sultan Mohamed V au Maroc en 1953. Et il va d'ailleurs vraiment s'indigner, prendre position, signer des tribunes. Il va même aller le rencontrer à Madagascar lors de son exil. Donc on voit vraiment qu'il y a une bascule, si vous voulez. Et c'est les mêmes années d'ailleurs où il va s'indigner dès 48, 47, 48 de façon très très virulente, hein, très engagée. Ça lui est souvent reproché encore aujourd'hui, mais contre la création de l'État d'Israël, parce que ça suscite aussi tout un mouvement de population, de réfugiés, qui l'indigne profondément. Donc il est un acteur, on voit le savant devenir aussi un acteur social qui s'implique dans la cité. Alors, mon livre sur Louis Massignon s'appelle « Le catholique musulman ». C'est un titre qui peut surprendre, qui peut même détonner, si vous voulez sonner un peu comme un oxymore, hein, comme une contradiction dans les termes. Comment peut-on être catholique et musulman à la fois? Alors, j'avoue que c'est un titre que l'éditeur m'a proposé, et en me disant c'est un bon titre, alors je l'ai suivi. Et cette expression, en fait, elle est connue, mais ce n'était pas un surnom répandu de Louis Massignon. En fait, c'est très important, c'est le pape Pie XI à Rome, donc, qui reçoit Louis Massignon en 1934 dans une audience privée, où Louis Massignon vient lui relater en fait ses initiatives assez avant-gardistes de dialogue, de rencontres abrahamiques, de chrétiens qui prient avec ou pour les musulmans, ce genre de choses. Et le pape Pie XI l'écoute attentivement, bénit d'ailleurs ses initiatives, et lui aurait dit « Vous êtes devenu musulman à force de les aimer ». Et donc c'est cette formule qui a donné cette
cette association de catholiques musulmans. Mais je dois absolument aussi veiller à ne pas du tout laisser entendre qu'il s'est converti à l'islam. Et beaucoup de gens, parfois, l'entendent, le croient, notamment d'ailleurs dans le monde musulman aujourd'hui. Plein de gens pensent qu'il s'est converti. Donc il y a une ambiguïté à ce niveau-là, mais que je souhaite tout à fait soulever, et enlever plutôt. Et aussi de signaler que cette expression ne vise pas à dire qu'il serait le promoteur d'un syncrétisme, si vous voulez, de la fusion d'aspects de l'islam et du christianisme pour créer quelque chose d'autre. Ce n'est pas du tout ça, au contraire, chacun reste bien dans son appartenance. Par contre, c'est pour souligner ce qu'on appelle aujourd'hui sa profonde islamophilie. Il était, comme je l'ai dit au début de l'entretien, amoureux de l'islam. Et ça, c'est vraiment la clé de sa vocation, j'allais dire. Et il y a une autre phrase que j'aime bien, un hommage qui a été dit en 1962 à sa mort par Ibrahim Madkour, qui était le président de l'Académie arabe du Caire, et qui a dit que Louis Massignon était le plus grand musulman parmi les chrétiens et le plus grand chrétien parmi les musulmans. Ce qui aussi est une formule qui brouille un peu les regards, mais je crois que du coup, c'est en cela que c'est intéressant. Effectivement, c'est une des thèses aussi, ou des points forts que j'essaye de développer dans cet ouvrage, que Louis Massignon s'est reconverti au christianisme après une période d'incroyance, grâce à l'islam, qui donc joue un rôle puissant, y compris dans ce processus de conversion. Louis Massignon est très touché en étudiant l'islam et le soufisme en particulier, et ça va nourrir son propre retour à Dieu, pour le dire autrement. J'écris parfois que l'islam joue un rôle maïotique dans sa conversion, et où c'est l'altérité religieuse qui vient en fait enrichir sa propre quête intérieure, puisque ce jeune homme un peu en perdition, puisqu'il faut aussi le dire à un moment, mais il a aussi vécu dans ces années d'incroyance une période d'expérience de l'homosexualité qu'il a beaucoup travaillé, dont il s'est beaucoup, comment dire, qui l'a entre guillemets meurtri aussi, je dirais, puisque même d'ailleurs ça se passe dans ces années en Égypte, et il parle d'ailleurs à un moment d'une saison en enfer, avec un écho un peu rimbaldien. Et puis après, c'est à Bagdad, du coup, un an plus tard, en 1908, que sa conversion advient de façon tout à fait foudroyante. Et là, on serait plutôt du côté des illuminations, pour continuer la métaphore avec Arthur Rimbaud. Et ce jeune homme, voilà, était vraiment en quête d'altérité, en quête d'ailleurs, et surtout en quête de lui-même. Et en fait, il va accomplir ce processus d'individuation, ou on peut dire aussi de subjectivation, et c'est l'islam qui lui ouvre en fait ce chemin qu'il va ne cesser de suivre tout au long de sa vie. Cette conversion dont il faut vraiment parler en 1908 est centrale et déterminante, puisqu'il a l'impression, en tout cas, alors qu'il se croit condamné à mort sur un bateau, donc sur le fleuve du Tigre, en pleine révolution des jeunes Turcs en 1908, donc dans l'Empire ottoman. Et donc d'ailleurs, c'est un contexte très rocambolesque, si vous voulez, plein de péripéties que le livre essaye de relater aussi de façon assez vivante. Il a la conviction, il croit qu'il va être condamné à mort, et il veut même se suicider. Et c'est là qu'il reçoit une visitation, il appelle ça la visitation de l'étranger. L'étranger, c'est Dieu, et qui vient le sortir en fait de son état antérieur. Et il va presque frôler la mort, dans le sens où il va rentrer à Bagdad et être sur un lit d'hôpital, quasiment à l'article de la mort. Et il est convaincu à ce moment-là que Hallaj, justement le saint musulman auquel il va consacrer le reste de sa vie, vient intercéder pour le sauver. Et là, c'est très intéressant aussi qu'il fait l'expérience aussi à ce moment-là de l'hospitalité de notables musulmans de Bagdad chez qui il vivait. Et cette hospitalité va le sauver aussi doublement, puisqu'ils vont l'aider après maintes péripéties aussi à pouvoir rentrer en France, puisqu'il va être finalement remis sur pied plus vite que prévu. Et cette hospitalité, c'est aussi vraiment un mot que je tiens
à exprimer, puisque c'est l'hospitalité d'Abraham qu'on retrouve dans la Bible, mais bien sûr dans le Coran aussi, et qui va être vraiment le fil rouge de la vie de Massignon, et aussi de ce livre d'ailleurs, mais l'hospitalité de l'autre religieux aussi, et qui fait qu'on reçoit et qu'on est reçu dans la relation d'hospitalité où on doit comprendre, l'hospitalité permet de comprendre l'autre. Il y a cette citation fameuse qui dit « Pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, mais devenir son hôte ». Et l'hôte, dans les deux sens du terme, dans le sens de celui qui reçoit et de celui qui est reçu. Donc l'hospitalité comme la méthode privilégiée de connaissance et de compréhension, et donc de compréhension réciproque de l'altérité, et non pas de l'annexion. L'annexion, c'était le schéma colonial, justement, où l'autre devait devenir le même. Là, on est beaucoup plus dans un rapport beaucoup plus égalitaire, si vous voulez, et respectueux de l'altérité. Donc Louis Massignon est encore aujourd'hui considéré comme l'un des pères de l'islamologie française, et sa mémoire n'est pas toujours mise à l'honneur, ou parfois il est un peu oublié, aussi controversé. Ce qui est intéressant, et ça peut paraître parfois paradoxal, peut-être aujourd'hui, voire antinomique, de voir comment vie privée, croyante et vie sociale, savante peuvent se marier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, je pense que ce qui relève de la foi est souvent cantonné au domaine privé. C'est le régime de la laïcité, ce qui est très bien. Mais à l'époque, c'était quand même assez différent. Il faut imaginer qu'on est dans une société beaucoup plus catholicisée. Et donc, en fait, c'est quasiment... beaucoup de gens sont croyants et ne s'en cachent pas du tout. Et lui, du coup, ne s'en cache véritablement pas, au point qu'il va même considérer, et là c'est une critique qu'on peut lui faire aussi, mais que sa chaire d'enseignant au Collège de France entre 1926 et 1954 est un lieu, est une tribune où il peut aussi étaler évidemment ses connaissances, les transmettre, mais aussi parfois ses valeurs. Donc en résumé, il ne se cachait pas, il ne cachait pas sa foi, il ne cachait pas sa catholicité, mais il ne cachait pas non plus son appétence, son attirance pour le monde islamique. Donc il n'a eu de cesse toujours de le faire reconnaître dans une société française qui n'était pas particulièrement islamophile, si vous voulez, hein, ou même ou arabophile, ou enfin, qui voyait ça souvent de très loin. Et d'ailleurs, toute son œuvre, on peut la reconnaître aujourd'hui comme une reconnaissance de l'islam, à la fois comme religion, mais aussi comme culture, comme civilisation. Donc il a eu... Et d'ailleurs, son emprise académique déborde largement l'étude de l'islam et va en fait sur des champs beaucoup plus larges, de sciences politiques, d'histoire, de géographie, d'histoire de l'art. Enfin, la surface académique de Louis Massignon est très grande. Et pour revenir à votre question, on pourrait disserter des heures, mais il avait cette conviction, ou même certitude sans doute intime, hein, de faire correspondre sa vocation sociale, publique, universitaire aussi, avec son vœu secret. Et ce vœu secret, on est beaucoup plus dans la vocation spirituelle, intime et mystique. Et donc c'est quelqu'un qui a réussi à concilier, je crois, ces deux dimensions. Mais, il y a un mais, il faut aussi ne pas être dupe, et cela lui est en partie, je crois, de façon justifiée, cela lui est reproché, c'est qu'il a eu aussi une lecture souvent orientée dans sa compréhension de l'islam, orientée par sa propre foi chrétienne. Et ça, c'est vrai qu'il faut bien le poser, le reconnaître et l'analyser comme tel. Par exemple, sa proximité, hein, sa très grande même sympathie, et plus que ça, pour Hallaj, on voit qu'il a souvent parfois une lecture aussi chrétienne d'Hallaj, ou christiano-centrée, si vous voulez. Alors c'est paradoxal parce qu'il défend aussi une approche intérioriste, compréhensive de l'intérieur de Hallaj, par ses textes, par sa poésie. Donc ça, c'est vraiment un décentrement méthodologique qui est très puissant sur le plan de la méthodologie scientifique, etc. Mais en même temps, il a quand même un prisme christiano-centré aussi qu'on ne peut pas
ne peut pas effacer. Et ça se met dans le titre de sa thèse qui s'appelle « La passion de Hallaj ». Donc c'est une référence directe à la passion du Christ. Et donc c'est pour lui une façon de souligner la dimension christique aussi de Hallaj. Parce que Hallaj ayant été crucifié en 309, Louis Massignon, au début d'ailleurs, veut dire qu'il croit qu'il s'est converti au christianisme avant de mourir. Et quand en 1934, il voit le pape Pie XI à Rome, dont j'ai parlé, il lui parle même d'un projet de canoniser Hallaj. Vous voyez jusqu'où ça va. Il aimerait que l'Église catholique reconnaisse ce saint musulman, qui d'ailleurs n'est même pas du tout un saint, ça n'existe pas dans l'islam, et qui en plus est extrêmement controversé, comme entre guillemets hérétique par beaucoup de courants musulmans. Donc voilà, on voit, et ça c'est une question, voilà, c'est un point critique qu'on peut poser. Je renvoie là vers les travaux d'une collègue, Florence Olivry, qui a soutenu sa thèse et qui sera, j'espère, publiée sur l'islamologie de Louis Massignon sous un angle critique. Donc c'est vraiment un travail précieux qui vient de sortir. Et aussi, je voudrais, pour finir, juste donner une idée. C'est qu'il est fréquent et commun, au fond, qu'un chercheur modifie en fait l'objet de sa recherche par sa propre subjectivité. Donc c'est un schéma classique, parce que chacun, malgré l'injonction de l'objectivité, c'est évident que notre propre et la mienne aussi, subjectivité transforme un peu l'objet que j'étudie, ou donc la personne, si c'était à l'âge ou même quelque chose, un autre objet de recherche. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il y a un deuxième mouvement en miroir, c'est qu'il est lui-même transformé par l'objet de ses recherches. Et donc et c'est là que je retombe sur mes pattes de tout à l'heure en disant qu'il est transformé par sa rencontre de l'islam. Il est altéré, mais altéré au sens non négatif du terme. L'altérité religieuse le transforme aussi intérieurement. Et donc sa propre compréhension et même sa propre pratique du christianisme est quelque part nourrie vraiment de la spiritualité musulmane qui va ne plus jamais le quitter. Alors, Louis Massignon, en 1922, avec sa thèse sur Hallaj, il a ouvert l'entrée du soufisme, d'ailleurs l'étude du soufisme dans le champ académique, ce qui lui vaut, ce que j'ai déjà dit, d'être l'un des pères de l'islamologie française. Donc il était très en place, j'allais dire, de par son poste au Collège de France, à l'école pratique des hautes études, donc il a rayonné sur le monde académique, y compris à l'international, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas beaucoup lu, il n'est pas beaucoup étudié. Alors pourtant, c'est le cas dans d'autres pays, mais pas forcément en France. Pourtant, ses héritiers sont nombreux. En fait, je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quiconque s'intéresse au monde musulman, même au pluriel, monde musulman au pluriel, sans le savoir, va remonter tôt ou tard va finir par croiser les travaux de Louis Massignon, ou s'inscrit dans une filiation, dans une généalogie, si vous voulez, comme on a d'ailleurs des généalogies dans la mystique. Il y a des généalogies aussi de savants. Et donc si on parle de Jacques Berck, de Germaine Tillon, de Henri Corbin, de Denise Masson, de Eva Devitré-Meyerovitch, de Mohamed Harkoun aussi, parce que c'est lui qui l'a fait venir à Paris et qui l'a aidé à choisir son sujet de thèse, Joachim Moubarak. Donc il y a toute une galaxie en fait d'islamologues français qui ont été les successeurs, si vous voulez, de Louis Massignon. Certains s'en distinguant, par exemple Maxime Rodinson s'est clairement opposé et n'est pas massignonien du tout, donc ça, mais c'est tout à fait justifié aussi. Mais en tout cas, il y a une emprise effacée, mais en tout cas certaine dans la filiation, mais qui aujourd'hui n'est plus du tout su ni connue. Et c'est pour ça que cette biographie, c'était aussi pour un peu remettre en perspective ces lignages, si vous voulez, ces filiations, à la fois intellectuelles et spirituelles. Alors sur la France d'aujourd'hui, alors je distinguerai peut-être deux parties de son œuvre, notamment l'œuvre académique, donc c'est-à-dire les travaux sur l'islam, les travaux sur le monde musulman, les travaux sur la langue arabe. Donc là, il y a une galaxie de production. C'est François Angelier, qui est un grand massignonien, qui dit c'est un savant à la production océanique. Donc ça donne ce sentiment d'ailleurs
immense, d'une érudition. D'ailleurs, il y a un autre mot savant que j'aime bien, on dit que c'est un savant polymathe, c'est-à-dire qu'il avait des connaissances approfondies dans de nombreux domaines. Donc là, il y a véritablement même une mine d'or hein, pour quiconque s'intéresse au XXe siècle. Dans tous ces travaux, il y a énormément de données. Il y a des innovations aussi dans la méthodologie du décentrement méthodologique dont j'ai parlé, de l'approche intérioriste par exemple. Donc, cette œuvre académique, elle est vraiment importante et notamment aussi sur le soufisme. Il y a aussi une œuvre moins connue du grand public, mais c'est l'œuvre spirituelle. Et là, c'est la façon dont Louis Massignon a été l'un des ancêtres aussi ou des pères fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue interreligieux. Dans les années 30, Louis Massignon devient un peu aussi l'un des héros ou des champions de l'abrahamisme. L'abrahamisme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'idée de réintégrer l'islam dans le dessein des monothéismes, dans le giron des monothéismes, parce que le judéo-christianisme avait un peu eu tendance à exclure. Et donc Louis Massignon fait tout pour que, au nom de la filiation par Ismaël, reconnaître la dimension intermonothéiste des trois branches qu'on connaît bien. Et donc il est un des porteurs de ce courant hein, intellectuel, mais aussi spirituel, qui va beaucoup irriguer par ses disciples, d'ailleurs là plutôt religieux, dans le concile de Vatican II. Entre 1962 et 1965. D'ailleurs, il meurt en 62 au moment où le concile de Vatican II va s'ouvrir, mais il a été consulté et ses élèves comme Joachim Mubarak ou d'autres vont peser d'ailleurs dans la reconnaissance des religions non chrétiennes et d'ailleurs dans l'islam, au nom d'ailleurs de cette figure d'Abraham qui est clairement mentionnée d'ailleurs dans les textes du concile. Et en tout cas, donc il est un des précurseurs du dialogue interreligieux, et c'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs Massignon, moi. C'est que j'ai consacré ma thèse de doctorat au pèlerinage islamo-chrétien des Sept Dormants qui se trouve en Bretagne. Alors c'est tout à fait curieux peut-être pour le grand public, mais effectivement, en 1954, Louis Massignon devient un entrepreneur de l'interreligieux, c'est comme ça que je le qualifie, et il invite en fait des musulmans français, souvent des ouvriers algériens ici à Paris, à aller dans un pèlerinage catholique en Bretagne dédié aux Sept Dormants qui sont en fait les gens de la caverne de la sourate 18 du Coran. Et il veut à ce titre, par la relation d'hospitalité, inventer, innover et initier une rencontre islamo-chrétienne. C'est quelque chose qui n'a pas du tout vraiment de précédent, en tout cas en France. Et du coup, ça en devient un lieu que je qualifie d'ailleurs de laboratoire des relations islamo-chrétiennes. C'est un endroit, un petit village avec une petite chapelle, etc. Et donc depuis 1954-1955, le pèlerinage a lieu chaque année au mois de juillet, et jusqu'à ce jour. Et donc aujourd'hui, on a encore des chrétiens et des musulmans qui se rencontrent. Alors effectivement, c'est quelque chose d'inventé, ce n'est pas un lieu de dévotion à l'équivalent des pèlerinages qu'on peut connaître dans le monde méditerranéen, mais avec vraiment où le dialogue devient un peu le leitmotiv, si vous voulez. Et donc ce phénomène existant, on voit qu'il y a un héritage encore commun. C'est là que j'ai rencontré Khaled Bencher, qui est souvent intervenu, mais toute une galaxie aussi d'acteurs du dialogue, et pas seulement chrétiens et musulmans, puisqu'il y a d'autres confessions, il y a même des gens athées qui viennent aussi discuter de sujets de société. Et donc c'est un lieu que j'invite les auditeurs aussi à découvrir, à se renseigner. Et donc c'est comme ça que j'ai connu Louis Massignon, et donc c'est comme ça aussi que, au fil des années, j'ai commencé à me rendre que ce serait intéressant d'essayer d'écrire sur sa vie plus largement et non pas sur la fin de sa vie où il a créé ce pèlerinage. Alors j'ai écrit ce livre à l'adresse des nouvelles générations qui ne connaissent plus Massignon. Oui, mais il était très connu des élites, mais même il intervenait dans les médias, dans les journaux, notamment beaucoup dans les années 50. Il était très consulté. Et je crois donc que sa pensée a beaucoup à apprendre. Et son œuvre, comme je l'ai dit, à la fois académique ou spirituelle aussi, peut irriguer et peut-être servir un peu d'antidote à certains raccourcis qu'on entend aujourd'hui, tous les amalgames qui sont faits évidemment sur l'islam, mais aussi sur
cet essor galopant de la peur de l'autre, et notamment de la peur de l'autre religieux, du grand remplacement, enfin de tous ces fantasmes en fait, qui sont là, qui existaient déjà en fait, de son temps. Et donc c'est justement là que c'est intéressant de voir que c'est des motifs qui se perpétuent, j'allais dire. Et sa pensée peut aussi nous aider à questionner cette relation entre l'autre et le même, la question du sacré, la question de la laïcité. Donc c'est tous ces débats sur les identités religieuses. Je crois que, et ce thème de l'hospitalité aussi, qui est très fort chez lui, qui je crois est une clé de lecture aussi du présent et de l'humanité tout court, c'est le rapport qu'on a avec, entre guillemets, des autres, des étrangers. Et l'idée étant toujours d'être dans une relation plutôt d'accueil, de réciprocité. Je crois que c'est un mot qui peut vraiment être très fort et qu'il est encore aujourd'hui. S'il était vivant, aujourd'hui, je pense qu'il serait très impliqué, très engagé dans la crise des réfugiés, que ce soit les Syriens, que ce soit les Africains, que ce soit donc à Lampedusa, à Lesbos, mais même aussi aux États-Unis, ce mur, on a vu récemment les Haïtiens qui étaient aussi malmenés par les polices des frontières. Donc tous ces thèmes sont finalement très anthropologiquement se reproduisent et donc on a besoin de penseurs, on a besoin de clés, on a besoin de guides aussi, de phares peut-être pour éclairer ces situations. Et parfois de convoquer un regard du passé peut aider à mieux comprendre le présent. Et en guise de conclusion, je voudrais aussi annoncer à tous les auditeurs que nous venons d'ouvrir un nouveau site dédié à Louis Massignon, donc c'est louismassignon.fr, qui permet de découvrir un peu toutes ces facettes dont j'ai parlé, à base de documents, d'archives, de multiples plumes qui ont contribué aussi à découvrir ce personnage complexe. Et donc c'est un site évolutif qui va se constituer aussi de plusieurs nouvelles contributions. Et donc il y a une page Facebook aussi. Donc c'est vraiment aussi l'idée de faire connaître aux uns et aux autres, et notamment aux jeunes générations, cette figure complexe qui est Louis Massignon.